Connaissant l'existence d'un traitement qui guérit le cancer à un taux dont la médecine traditionnelle peut seulement rêver, et ce sans aucun effet secondaire dommageable, la plupart en déduiraient que tout l'argent de nos taxes dédiées à la recherche sur le cancer serait expédié vers le Dr Brusinski. Mais le problème auquel nous faisons face est qu'une immense maison financière a été basée sur le paradigme de débarrasser le corps des cellules cancéreuses. La recherche du Dr Brusinski prouve que la fondation, les murs et le toit de cette maison doivent être remplacés. Pensez-y, vous avez des milliers de docteurs en oncologie. Vous avez l'industrie pharmaceutique qui pompe des traitements de chimiothérapie tous les mois. Il y a toute une panoplie de machines à radiation. Vous avez toutes ces choses dans la guerre au cancer et ça représente des trillions de dollars. Tout cet argent coule à flot, mais elle va toute vers la même clique. L'industrie pharmaceutique est argumentablement l'industrie la plus payante au monde, avec ses profits qui dépassent 3 fois les profits des 500 compagnies de fortune. Les profits, en croissance, résultent en prix d'action croissant. La seule façon que cette industrie peut maintenir ce momentum profitable est en continuant d'introduire de nouveaux médicaments brevetés. Et comme l'industrie pharmaceutique compte sur la FDA pour introduire ces nouvelles drogues, c'est dans leur intérêt de s'assurer que la FDA demeure aussi docile que possible. Et comme la FDA est aussi une agence du gouvernement des États-Unis, il est aussi dans l'intérêt du gouvernement de préserver l'une de ses plus puissantes industries. L'ex-éditeur en chef du New England Journal of Medicine, le Dr Marsha Angel, fut très révélatrice quand elle dénonça qu'il était temps de reprendre la FDA des mains des compagnies pharmaceutiques. En 1992, le Congrès a mis le renard dans le poulailler. Il a passé la Prescription Drug User Free Act, qui autorise les compagnies de médicaments à payer une cotisation d'utilisateur à la FDA pour chaque nom de marque de médicaments en attente d'approbation. Cet acte autorise l'industrie, qui doit être réglementée, à payer un salaire à la FDA et a ainsi changé dramatiquement sa façon d'opérer. Le département de l'agence qui étudie les nouveaux médicaments reçoit maintenant la moitié de son revenu de l'industrie pharmaceutique. Cette proximité de l'agence avec l'industrie est sous-estimée par ses 18 comités conseils, experts indépendants qui contribuent à l'évaluation des drogues. Incroyablement, plusieurs de ces conseillers travaillent comme consultants pour ces mêmes compagnies de médicaments. La FDA agit comme si cette industrie pharmaceutique était son utilisateur et non le public. En 2010, les pots de vin légaux, entre guillemets, payés par les compagnies pharmaceutiques à la FDA, s'élèvent à plus d'1 demi-milliard de dollars par année. La grosse pharma paye maintenant plus d'1,5 million par application à la FDA pour la plupart des nouveaux médicaments pour le cancer pour s'assurer une approbation rapide. Il est important de comprendre que ni le Congrès ni la FDA n'avaient requis que cette nouvelle structure de cotisation ait lieu. La grosse pharma a plutôt apparu devant le Congrès et imposé ses pots de vin à la FDA, ainsi achetant le département d'évaluation des médicaments de la FDA des mains du gouvernement et du public. Dans un rapport de 2007 sur la politique de santé, commandité par Pfizer et soutenant le renouvellement de ses cotisations d'utilisateurs, il révèle que la moyenne de temps d'évaluation pour les médicaments prioritaires, ceux pour les maladies sérieuses et possiblement mortelles, qui manquent de traitement adéquat, comme le cancer, est passée de 21 mois en 1993 à 6 mois en 2004. Des douzaines de thérapies pour le cancer ont été révisées et approuvées en 3 ou 4 mois. Pendant ce temps, le Dr Brusinski et ses patients et autres scientifiques compatisants ont fait tous les efforts concevables pour inciter la FDA, donc le gouvernement, pour coopérer dans la recherche, révision et approbation de l'antinéoplastone, et ce depuis 1977.
J'ai eu recours à des conseillers juridiques à savoir si je pouvais utiliser un traitement expérimental dans ma pratique privée et participer à la recherche sur le cancer, tout comme les compagnies privées le font. Ces avocats ont donc étudié les lois étatiques et fédérales pour savoir s'ils pouvaient partir sa propre compagnie de recherche biomédicale, produire de l'antinéoplaston et l'administrer à ses patients dans sa pratique privée. Ils ont découvert qu'à tous les deux niveaux, il était légal de prescrire un nouveau médicament à un patient dans une pratique privée, dans la mesure du besoin immédiat, surtout quand il n'y a pas d'autre option. La loi ajoute que cette pratique n'est pas régie par le Texas Food, Drug and Cosmetic Act et donc n'est pas illégale dans l'État du Texas. Par contre, le Dr Burzynski n'a pas le droit de prescrire ou livrer pour prescription dans un commerce d'un État à l'autre, signifiant qu'il devait garder ses activités strictement dans l'État du Texas pour éviter d'enfreindre les lois fédérales. De cette façon, il ne tombait pas sous l'autorité de réglementation de la FDA. Malgré cela, la nouvelle s'est vite répandue que le Dr Burzynski pouvait traiter avec succès ce qui fut jadis considéré comme des cas de cancer mortels et incurables, et les gens ont commencé à venir de partout au pays pour recevoir le traitement d'antinéoplaston. Je n'ai pas eu de contact avec le Texas Medical Board pendant longtemps, jusqu'en 1994, où certains de mes patients m'ont dit qu'ils avaient été approchés par l'agence qui essayait de les convaincre de porter plainte contre moi. Ça m'a choqué, surtout qu'ils utilisaient de l'argent des taxes pour voyager de longues distances et inciter à porter plainte contre moi. C'est complètement irrationnel, mais rien ne s'est produit. Puis j'ai rencontré par hasard le directeur du MD Anderson Cancer Center, Dr. Hickey, qui m'annonça que j'aurais des problèmes avec le Texas Board of Examiners. Et c'est là que les problèmes ont commencé. J'ai été convoqué au comité. Ils ont commencé à enquêter sur moi, même si aucune plainte de patient n'avait été portée. Les patients étaient satisfaits. Ils souffraient de cancer très avancé, aucun traitement disponible leur était offert, et ils obtenaient de bons résultats. Il n'y avait pas de justification pour cette enquête qui m'incommodait beaucoup. Ils essayaient encore de me convaincre d'arrêter ma recherche et de traiter des patients. Après 2 ans d'aller et venue au comité, ils m'ont proposé de leur présenter un nombre de patients qui avaient bénéficié de ma pratique, pour que ce dossier soit révisé par des experts oncologues, et que s'ils étaient satisfaits que je n'avais pas causé de tort aux patients, qu'ils allaient me laisser tranquille. J'étais heureux, car je croyais que ce groupe d'experts allait réviser objectivement le dossier et me laisser finalement tranquille, et parce que la majorité des patients étaient des cas de cancer très difficiles. Je leur ai fourni 2 fois plus de dossiers que ce qu'ils exigeaient, ce qui démontrait assurément les résultats concluants de ce traitement. Des formes de cancer incurables complètement disparues suite au traitement. Rémission totale, avec la survie des patients qui menaient aujourd'hui une vie normale. En 1986, le Dr Burzynski a accepté de présenter au Texas Board of Medical Examiners 40 cas de cancers variés qu'il avait guéris avec succès en utilisant l'antinéoplaston. Des cancers du sein, vessie, poumons, foie, cerveau, tête et cou et lymphome. Après avoir soumis ces cas au comité, il n'entendit plus parler d'eux, le laissant croire qu'ils étaient satisfaits. Mais 2 ans plus tard, le comité est revenu à la charge en prétendant que les cas fournis n'avaient pas connu de succès et qu'il avait violé une loi qui n'existait même pas, qui permettait au comité de canceller, révoquer ou suspendre sa licence. J'étais en état de choc. Je croyais en la justice. Je croyais en l'éthique du comité. Mais ceci n'était que pur mensonge. Il était amplement évident que le comité n'avait pas d'argument pour un procès contre Burzynski, ce qui amena le comité à porter une plainte légale, préalablement amendée, en 1990. Mais comme il n'y avait rien pour soutenir leur cause, ils ont porté une seconde plainte légale en 1992.
Le comité revenait sans cesse avec le même argument, pratiquement photocopié de la plainte précédente en changeant le titre. Après 5 ans comme ça, 60 patients du docteur s'unirent pour exiger du comité qu'il cesse d'harceler le docteur. Le comité a essayé d'ignorer ces pétitions en essayant de les retirer du dossier. Finalement, en mai 1993, cette cause se rendit en cours. Pendant ce procès, un des éminents experts de National Cancer Institute, le docteur Nicolas Petronas, radiologiste certifié par le comité depuis 1973, professeur de radiologie de l'Université de Georgetown et fondateur et chef du département de neuroradiologie au National Cancer Institute, a admis l'absurdité de la cause du comité contre le Dr. Burzynski, a mis sa propre carrière en jeu et se rendit à Houston au Texas pour témoigner en faveur du Dr. Burzynski. Burzynski a mis sa propre carrière en jeu et se rendit à Houston au Texas pour témoigner en faveur du Dr. Burzynski. Il a témoigné sous serment de son rôle au National Cancer Institute. Fondamentalement, vous faites tout le travail d'imagerie et d'interprétation pour l'évaluation des médicaments au National Cancer Institute, n'est-ce pas? Exactement. C'est mon travail de déterminer l'efficacité des médicaments qui nous sont remis. Avez-vous eu l'occasion de vous familiariser avec le Dr. Burzynski? Oui, le NCI m'a demandé de me joindre à un groupe de scientifiques pour aller à Houston, visiter l'Institut du Dr. Burzynski. J'ai été mandaté en tant qu'expert pour évaluer les imageries et déterminer l'efficacité de ses traitements. La conclusion, essentiellement, était que sur 5 patients avec de grosses tumeurs au cerveau, tous étaient résorbés, disparus. Et c'est ce que vous faites à l'hôpital. Vous évaluez les traitements sur les patients de tumeurs au cerveau. Comme je suis le neuroradiologue, je vois toutes les tumeurs du cerveau et j'en vois un grand nombre. Vous avez attesté que les tumeurs de 5 des patients s'étaient résorbées. Elles sont tous disparues. Disparu? Pouvez-vous nous donner un genre de contexte? Ça arrive souvent, seulement par rémission instantanée comme ça? Je n'ai jamais entendu parler de rémission instantanée. Les traitements disponibles ne produisent que très rarement des résultats comme ceux-là. La seule médication, le seul traitement que je recommande, en dernier ressort, est la radiothérapie. La chimiothérapie conventionnelle apporte très peu, rien fondamentalement. Donc, quand ceci se produit, c'est très rare. Dans ce cas particulier, les radiations avaient échoué sur tous les patients. Qu'arrive-t-il à ces patients avec le cancer du cerveau pour qui la radiothérapie avait échoué? C'est tout. Ils meurent. Vous nous dites fondamentalement que pour quelqu'un dont la radiothérapie a échoué, il n'y a plus rien à faire? Rien à offrir, exactement. Et il n'y a rien que vous puissiez faire au National Cancer Institute? Rien que nous puissions faire. Rien pour le moment. Comment se fait-il que ces 5 patients ont survécu? C'est ahurissant. Le fait qu'ils ne soient même pas incommodés par aucun effet secondaire des traitements, et les effets secondaires de la plupart des traitements agressifs sont pires que la tumeur elle-même. Donc, ces individus ont non seulement survécu, mais ils n'ont pas eu d'effet secondaire majeur. Je crois que c'est impressionnant et incroyable. Combien de fois avez-vous vu ça dans votre expérience? À quelle fréquence ceci se produit-il? Je n'ai jamais vu ça. Laissez-moi vous demander votre opinion ou conseil. D'après votre expérience, qu'arriverait-il si, pour une raison X, les patients du Dr. Burzynski devraient arrêter le traitement? Que leur arriverait-il, d'après vous? Objection, votre honneur, hors de propos. Je crois que c'est très à propos. Je pense que c'est exactement ce qui est en jeu dans cette cause. Objection rejetée. Je crois que ces patients mourront. Sans surprise, le juge a tranché en faveur du Dr. Burzynski, en stipulant que le comité n'avait pas produit aucune évidence supportant que l'antinéoplastone
n'était pas sécuritaire et efficace, ni d'évidence que l'antinéoplaston n'était pas généralement reconnu par des experts qualifiés par la science pour évaluer sa sécurité et efficacité. Et selon la loi, ça ne s'applique pas à un physicien qui manufacture sa propre médication et l'utilise seulement sur ses propres patients dans l'État du Texas. Nous aurions tendance à croire que le comité des examinateurs médicaux du Texas arrêterait de perdre le temps du Dr. Brzezinski, de ses patients en phase terminale et de gaspiller l'argent des payeurs de taxes en poursuites judiciaires qu'il savait ne pas pouvoir gagner. Eh bien, vous avez tort. L'État du Texas veut que le Dr. Brzezinski arrête de prescrire des médicaments qu'il produit lui-même à sa propre manufacture pharmaceutique. Son médicament, appelé antinéoplaston, est une substance non toxique de protéines et d'acides aminés, des substances souvent déficientes chez les patients cancéreux. Malgré le fait que l'État du Texas admet que le médicament aide les patients en phase terminale, il stipule que le médicament ne devrait pas être utilisé. Voici le comité d'examinateurs médicaux du Texas qui remet les licences aux docteurs de l'État. C'est le comité remettant Dr. Brzezinski en question en cours. Un juge a déjà expliqué aux membres du comité que leur cause était vide. Tout ce non-sens doit cesser. Ils doivent simplement admettre que j'ai raison. Je sauve des vies humaines et que si j'arrête les traitements, des gens vont mourir. Voici le cerveau d'un garçon de 8 ans, avec une énorme tumeur, que l'on croirait voir ainsi mourir. Il a pris les médicaments du Dr. Brzezinski. Des radios de son cerveau prises 6 ans plus tard démontrent que la tumeur est presque disparue. Dr. Bruce Cohen est le directeur en oncologie neurologique à la prestigieuse clinique de Cleveland. La seule explication est que la tumeur a disparu suite à la thérapie que Paul a reçue. Il a confirmé les résultats du Dr. Brzezinski sur Paul. Aujourd'hui, ce garçon Michael et sa famille anxieux sont en cours avec d'autres patients. Insensible au jugement de 1993, le comité médical du Texas a traîné le Dr. Brzezinski en cour de district. Bien sûr, il savait que cette fois, il ne pouvait pas soulever la question à savoir si ces traitements étaient efficaces. Le Texas Board of Examiners, qui ont combattu pour suspendre la licence du Dr. Brzezinski sous prétexte que ces traitements n'auraient jamais été approuvés, disent que l'efficacité de l'antinéoplaston dans le traitement des cancers humains n'est pas en cause dans ce procès. Ça prend un bureaucrate pour arriver avec ça, parce que fondamentalement, c'est exactement la question en cause. Le Dr. Brzezinski a gagné la dernière manche en cours et le Texas Board of Examiners a perdu. Mais ça ne sera sûrement pas la fin de ses soucis avec l'État du Texas. Le Texas Board of Examiners a traîné ce procès imaginaire jusqu'en Cour suprême du Texas où le jury a présenté un ordre de probation erronée contre Brzezinski, que celui-ci a gagné encore une fois, laissant le comité totalement sans succès encore une fois dans leur effort pour canceller sa licence médicale. Donc, si l'efficacité n'était pas le point et que le Dr. Brzezinski n'en freinait pas la loi, pourquoi alors le comité poursuivait-il avec cette poursuite vide? Il a finalement été reconnu même par les journaux officiels que la FDA soutenait la pression sur le comité pour suspendre la licence médicale du Dr. Brzezinski. Suivant cette histoire, nous avons voulu questionner la FDA sur ses politiques et procédures. Celle-ci a accepté de nous répondre à condition que ce soit dans la confidentialité, mais ont toujours refusé une entrevue filmée. Pendant qu'ils étaient occupés à faire pression sur le comité pour canceller la licence médicale du Dr. Brzezinski, ils étaient encore plus occupés à essayer de complètement rayer le Dr. Brzezinski de la société en essayant de le faire emprisonner. La FDA et Big Pharma ont vite réalisé que si les découvertes du Dr. Brzezinski étaient soumises à une révision honnête, non seulement la chimiothérapie et la radiothérapie disparaîtraient dans l'obscurité, handicapant financièrement l'industrie, mais ça voudrait aussi dire que pour la première fois de l'histoire, tous ces revenus quitteraient Big Pharma pour tomber dans les mains d'un seul scientifique qui détient les droits de brevet exclusifs.
Apparemment, la FDA n'avait pas écarté cette possibilité. Le 12 mars 1976, le Dr. Richard Kraut, alors directeur du bureau des médicaments de la FDA, affirme dans le Cancer Letter « Quand n'importe qui d'autre que de grandes institutions demande que l'on conduise des essais cliniques, nous voulons des règlements très stricts. Il serait bienvenu de parfois entraver la recherche. Une fois que ces indications seront adoptées, le FDA se considérera comme limité par ceux-ci. » En 1982, Kraut affirme encore « Je n'ai jamais et n'approuverai jamais un nouveau médicament à un individu, mais seulement à les grandes firmes pharmaceutiques avec des finances illimitées. » Et c'est alors que la plus féroce bataille de l'histoire de la FDA commence. Brzezinski a commencé à traiter avec la FDA en 1983. À ce moment, la FDA a intenté une poursuite civile pour fermer la clinique et mettre un terme à tout traitement que les patients recevaient. Avant que le juge porte son jugement dans ce procès, la FDA lui a envoyé une lettre pour l'avertir. Si cette Cour décline l'injonction désirée par le gouvernement et ainsi permet la continuation de fabrication et distribution de l'antinéoplaston, le gouvernement serait alors obligé de poursuivre d'autres remèdes moins efficaces, tels que des perquisitions à sa clinique et résidence, et condamnation du médicament, mieux connu sous le nom de campagne de propagande, ou prosécution criminelle de l'individu, signifiant jeter le Dr. Brzezinski en prison. Sans tenir compte de ces menaces, de la FDA, le juge a autorisé qu'il traite n'importe qui au Texas, mais sans exporter son traitement dans aucun autre État. La FDA n'était pas satisfaite de ce verdict et a dit aux avocats du Dr. Brzezinski, à l'époque, qu'elle allait gagner par d'autres méthodes. Parlons de ces autres méthodes. En 1985, la FDA a tenté de convaincre le grand jury de radier le Dr. Brzezinski. En plus de ça, elle a perquisitionné 250 000 documents de sa clinique, incluant tous les dossiers médicaux de tous ses patients. C'est un peu difficile de pratiquer la médecine car vous n'avez plus aucun dossier médical. Ils ont confisqué tous mes dossiers médicaux. Il aura fallu 12 à 14 ans pour recouvrir tous les dossiers. Ça démontre leur manque total de considération pour la santé des êtres humains. Ces patients étaient très malades et il était très difficile de les soigner sans les dossiers médicaux. Il nous fallait ces documents pour aider ces patients à se battre pour leur survie. Mais ils ont tout pris. Ils se foutaient de ces patients. Ceux-ci pouvaient mourir. Ils présentèrent leurs preuves au grand jury. Pas d'accusation. En 1986, ils reviennent et saisissent un autre 100 000 documents. Pas d'accusation. En 1990, sans tenir compte des deux procès précédents, Dr. Brzezinski témoigne extensivement devant le grand jury sur des tonnes de documents, pas d'accusation. De 1991 à 1993, la FDA enquête sur le Dr. Brzezinski. Nous ignorons si d'autres évidences ont été présentées devant le grand jury. En 1994, un autre grand jury, pas d'accusation. En 1995, un autre grand jury. Ce procès-ci a commencé en mars de cette année. Le 25 mars, le Dr. Brzezinski est apparu avec ses patients à l'émission de CBS This Morning. Laissez-moi jouer l'avocat du diable un peu. Mesdames et messieurs, vous étiez très désespérés et aviez déjà suivi une forme de traitement pour le cancer, exact? Non? Non, pas du tout pour vous? Laissez-moi questionner ce gars-là. Ne pourrait-il pas être des traitements que vous aviez suivis avant le Dr. Brzezinski qui vous auraient guéri? Non, c'est totalement impossible parce que la convalescence que j'ai vécue était à un tout autre endroit qui n'avait jamais été traité auparavant. Une fois que tous les châtiments que j'avais reçus étaient sortis de mon système et qu'à la suite de ça, une nouvelle tumeur est apparue. Comment ces vieux traitements auraient-ils pu guérir cette tumeur subséquente? Plus tard, cette même journée, la FDA a commis une autre perquisition de documents avec plus de citations comparables. Nous avons été inondés d'appels vendredi passé, de gens qui voulaient savoir comment entrer en contact avec vous. Ils vont voir cette émission ce matin et savoir que la FDA vous a perquisitionné. Et ils veulent savoir si tout ça est réel, ou si les préoccupations de la FDA ont quelque chose à voir avec vos traitements. Et avec la viabilité de vos traitements.
Laissez-moi répondre ici. Je ne crois pas que l'efficacité du médicament est en cause ici. La FDA ne prétend pas à ce stade-ci que ce médicament ne fonctionne pas. La seule préoccupation est que ça n'a pas été prouvé par des essais cliniques contrôlés et donc, en termes de sécurité, la FDA ne dit pas que ce n'est pas sécuritaire ou que ça ne fonctionne pas. Elle questionne à savoir si Dr. Burzynski exporte son médicament vers d'autres États, ce qui est ridicule, sachant qu'il peut légalement exporter son produit partout aux États-Unis à des instituts de recherche sur le cancer. Il exporte aussi dans plusieurs autres pays. Et parce qu'il en exporte aussi à des individus ailleurs aux États-Unis qui ont reçu la permission de la FDA de recevoir le médicament sur ce qu'on appelle usage de compassion, IND. IND. Mai, juin, juillet, encore plus de témoins témoignent devant le jury. Plus de documents. Nous avons eu jusqu'à maintenant 4, 5, 6 grands jurys. On parle de situations à comparaître. Plus récemment, la FDA a intenté la perquisition de tous les patients qui sont passés à la télé pour discuter de la pratique du Dr. Burzynski. Nous allons laisser le comité juger de ce qu'il pense de ça. Nous allons parler de publication de fausses informations par la FDA. La FDA stipule que tous patients qui ont fait appel au service du docteur sont sous enquête criminelle. Quand les juges en ont été avisés, il a ordonné l'arrêt de ces procédures et une forte réprimande contre ça. Maintenant, la FDA a raffiné ses tactiques. Au lieu d'attendre que les patients appellent la FDA, celle-ci a intenté la perquisition de tous les documents du Dr. Burzynski et de tous ses associés de toute la recherche partout dans le monde. Et il y en a beaucoup qui font la recherche sur l'antinéoplaston. Et maintenant, ils contactent systématiquement n'importe qui fait affaire avec lui ou qui pourrait faire affaire avec lui pour leur dire que le grand jury enquête sur lui et perquisitionne des documents. Je crois qu'ils font ça pour rendre difficile pour lui de faire des affaires. J'aimerais poser les questions suivantes à la FDA. Combien d'argent la FDA a-t-elle dépensé ces 10 dernières années pour essayer de faire banqueroute au Dr. Burzynski? Combien de documents ont-ils saisis et devant combien de grands jurys supplémentaires devraient-ils comparaître? Pourquoi des patients qui ont des cancers avancés ne pourraient-ils pas avoir recours au traitement de leur choix? Dès le début du procès de 1995 de la FDA contre le Dr. Burzynski, devant grand jury, un sous-comité a été organisé par le député M. Joe Barton pour tenter d'intervenir contre le harcèlement constant de la FDA face au docteur et ses patients. Personnellement, je crois que vous avez tous les droits en autorité investigatrice et les ressources judiciaires à l'intérieur du département de la justice pour mandater un grand jury. C'est très approprié. Une première fois peut-être, même une deuxième fois. Mais ça devient très douteux la troisième fois. Mais la quatrième et cinquième fois, je crois t'entendre en venir à la conclusion logique que la FDA cherche à se venger du Dr. Burzynski. C'est mon opinion. Combien d'enquêtes le grand jury doivent conclure non coupable avant que vous, comme commissaire de la FDA, encouragez les membres de votre comité de cesser ces attaques? Monsieur le député, comment pouvez-vous être certain qu'on n'a pas trouvé de culpabilité devant le grand jury? Il n'y a pas eu d'accusation. Monsieur le député, j'ai sollicité votre commentaire, mais je ne crois pas que légalement ce soit la même chose. Je suis complètement ébahi par les cheveux coupés en quatre ici. J'essaie juste de comprendre l'échange entre les députés et le témoin. Mais j'ai cru entendre le député dire qu'il y aurait eu 4 grands jurys mandatés. Au moins 4. J'ai tendance à me ranger du côté du député qu'après 4 grands jurys sans accusation, on n'a probablement rien à reprocher.
Des douzaines de patients du Dr Burzynski se sont levés pour exprimer leur indignation face à la FDA et son commissaire, David Kessler. La FDA a fait une liste et décide de qui doit vivre ou mourir. Il semble évident que je n'étais pas sur cette liste. Je n'ai pas eu de chimiothérapie. Je n'ai pas eu de radiothérapie. J'ai plutôt choisi le Dr Burzynski après des recherches intensives. Je suis en rémission depuis 1989. Dr Kessler, je ne suis pas une statistique. Nous sommes frustrés. Les droits constitutionnels ont été violés. Ça doit cesser. Mes enfants me demandent, qu'arrivera-t-il? Ma fille a écrit une lettre au président de notre pays et a commandé, s'il vous plaît, ne débranchez pas mon père. Ça nous a brisé le cœur à ma femme et moi. My husband is a walking miracle. 16 months ago, the doctors told us there's nothing else they can do, and they told us to enjoy what little life he has left. Look at him. He biked 32 miles after being on Dr. Burzynski's treatment for 2 months, and they're saying we can't have it? J'ai un rapport de mon physicien de famille qui explique comment je vais bien. Mes tumeurs quittent mon corps et ma condition s'améliore à tous les jours. Et maintenant, la FDA me dit non. Mon docteur est un criminel et devrait être placé en prison. Sa clinique devrait être fermée. C'est ça qui est criminel. Je veux que la FDA sorte de nos vies et ne se mêle plus de notre relation docteur-patient. Ce que la médecine classique, conventionnelle pouvait faire pour moi était rien. La prochaine étape pour moi était un prêtre. Je ne voulais pas passer par la chimiothérapie, pour laquelle j'ai un nouveau nom, assassinothérapie, ou n'importe quelle sorte de radiation. J'ai été très chanceux, j'ai trouvé le Dr Burzynski. Je n'accepte pas que la FDA me prive de ce droit. Je suis arrivé ici il y a 18 ans, de la Roumanie communiste. Et le dictateur tyran là-bas n'a jamais empêché un docteur de traiter personne. Comment cela est-il possible aux États-Unis? Vous vivez dans une dictature plutocratique, sanguinaire, nazie, déguisée en démocratie, mon ami. À peine une semaine après ce témoignage, le 20 novembre 1995, le Dr Burzynski fut accusé. On lui porta 75 chefs d'accusation de loi fédérale et de fraude. Si retenu coupable, le docteur fait face à un maximum de 290 ans en prison fédérale et 18 500 000 $ d'amende, sans parler de ce qui arriverait à ses patients. Voici la dernière chance de survie, alors que le gouvernement fédéral recommande la peine de mort pour les patients de ces guérisseurs de cancer. Le 9 février, le juge Sid Lake de la Cour fédérale de Houston a conclu que les traitements du Dr Burzynski étaient illégaux sur les lois fédérales et celles du Texas depuis 1984 et lui ordonna de tout arrêter, sauf pour une petite poignée de patients. Je crois que la plupart des plus de 300 êtres humains vont mourir en peu de temps si le traitement est interrompu. En 1996, non seulement un grand nombre de patients du Dr Burzynski retournèrent à Washington, D.C. pour protester, mais plusieurs d'entre eux ont témoigné à nouveau devant une nouvelle cour du Congrès dirigée par le député Joe Barton. Notre premier témoin est Marianne Cunary, c'est bien cela? Aurora, au Minnesota. Voici Dustin. Il est sur le traitement d'antinéoplaston du Dr Burzynski. Et voici mon mari, Jack Canary. Now, in February of 1994, our lives were drastically changed. Mon fils Dustin n'avait que 2 ans à l'époque. Il fut diagnostiqué avec une tumeur au cerveau de la grandeur. Le chirurgien a enlevé 75% de sa tumeur et le 25% qui restait avait été diagnostiqué après biopsie comme un médulloblastome, une tumeur maligne très agressive du cerveau.
une des formes les plus meurtrières de cancer du cerveau. Le docteur nous ont dit que Dustin n'avait que Mais le radiothérapeute nous expliqua qu'à son jeune âge, Dustin allait devenir légume et que sa vie ne serait peut-être rallongée que de quelques mois. Le prochain docteur voulait prendre Dustin dans un programme de chimiothérapie expérimentale qui était très toxique et dont les effets secondaires incluraient la perte d'audition, dommages aux reins, au foie, les troubles de croissance et possiblement la leucémie. La question que j'aimerais vous poser est, le feriez-vous à votre enfant? Nous avons pesé le pour et le contre des dommages que causeraient ces drogues expérimentales sans guérir Dustin et avons décidé de ne pas le soumettre à ces mesures drastiques. Mais un oncologue nous a dit que leur opinion passait avant la nôtre en tant que parents, ce qui contribua avec plus de stress à la situation déjà stressante dans laquelle nous étions. En avril 1994, nous avons visité le Dr Brusinski à Houston. Le Dr Brusinski ne nous a pas fait de promesses, mais il nous a dit qu'il avait très souvent eu de bons résultats avec des tumeurs du cerveau. Au pire, ça ne ferait aucun mal à Dustin. Il nous offrait le plus grand espoir et une qualité de vie plus longue. Après 6 semaines du traitement, l'IRM révéla no tumor. We were very overjoyed. Dustin continued antineoplastin therapy. Et un an plus tard, une tumeur d'1 pouce par 1 pouce fut détectée sur l'IRM. Nous étions alors en avril 1995. Le Dr Brusinski a immédiatement augmenté la dose d'antinéoplaston. Et il n'y avait toujours pas d'effet secondaire sérieux du tout. Le prochain IRM de décembre 1995 révéla que la tumeur avait presque entièrement disparu encore une fois. To this day, it has not reappeared. If you look at Dustin right now, he is a happy, healthy 4-year-old who has outlived his prognosis. There is no traditional treatment that would have kept him alive with such good quality of life. Le commissaire de la FDA, M. David Kessler, aime bien les grands titres qui le peignent comme un homme qui aime tant les enfants. Il voudrait les protéger des ravages de Smokey. If Dr. Kessler loves children so much, why have he and his agencies been trying so hard to cut off my son's last hope for life? Without this treatment, my son will die. Ceci est une photo de Dustin Canary à 4 ans en 1996. Ceci est une photo de Dustin à 18 ans en 2009. Et son cancer du cerveau n'est jamais réapparu.